Je m'appelle Marcus Elriché, depuis 22 ans, chaque soir, je sors du garage de ma modeste maison de Columbus, les mains pleines de graisse et le cœur empli d'une fierté discrète. Depuis que j'ai démonté mon premier carburateur à 14 ans, je crois au pouvoir de la précision et à la dignité du travail honnête. À 44 ans, je ne suis pas tape à accent grave-l'œil. Ma garde-robe se compose principalement de flanelles usées et de salopettes de mécaniciens, mais j'ai toujours pris soin de ce qui m'appartient, y compris de ma Dodge Charger noire de 2014, achetée comptant après des années d'heures supplémentaires et de nuits blanches. Cette voiture n'était pas qu'un simple moyen de transport. Elle témoignait de chaque heure passée à apprendre mon métier, de chaque boulon serré, de chaque moteur remis en marche. Elle m'appartenait dans tous les domaines importants. Ce mardi soir-là, après 10 heures de travail acharné à bricoler sous des transmissions décrépites et à réparer des pots d'échappement rouillés, j'ai fourré ma boîte à outils à l'arrière du camion atelier et je suis rentré chez moi. Mes os me faisaient mal, mon visage sentait encore l'huile moteur, et mon esprit s'abandonnait déjà à la boisson fraîche que je m'étais promise. En remontant l'allée, l'air de janvier me mordit les joues et un souffle à moitié rosé s'échappa de mes lèvres. Je tournai au coin du garage, m'attendant à voir les courbes douces du capot de la Charger refléter la lueur du lampadaire, mais la place était vide. Mon cœur fit un bond, puis s'emballa. Pas de dépanneuse, pas de feu de détresse clignotant, juste une place de parking vide sous un manteau de neige. Au début, je crus m'être trompé d'endroit. Je fouillai mes poches à la recherche de mon porte-clés et appuyai sur le bouton d'urgence, mais seul le silence répondit. Je fis le tour du pâté de maison, scrutant les allées et les parkings vides. Je me cachai même derrière les poubelles de recyclage, pensant que quelqu'un avait peut-être caché la voiture pour une blague, mais rien. Cette prise de conscience s'installa comme du béton dans ma poitrine. Ma Charger avait disparu. Ma main trembla en composant le numéro de Talia. Nous étions mariés depuis 10 ans, suffisamment longtemps pour que je puisse discerner son ton sans même jeter un œil à l'écran. « Salut », répondit-elle. Sa voix était calme, trop calme pour quelqu'un qui savait que son mari se tenait dans le froid sans son seul moyen de transport. « Où est ma voiture ?» demandai-je. Elle hésita, un silence qui résonna dans la ligne téléphonique. Puis, d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue, elle dit qu'Aria l'avait empruntée. Elle avait un entretien d'embauche. C'était urgent. Aria, la sœur cadette de ma femme, vivait dans notre chambre d'amis depuis quelques semaines seulement, avait-elle dit lorsque Talia l'avait accueillie après sa rupture difficile. J'avais accepté sans discuter. La famille aidait la famille, sauf que ces quelques semaines s'étaient transformées en mois, et Aria n'avait toujours pas trouvé de travail stable. Elle faisait la grasse matinée, empruntait des vêtements et laissait la vaisselle dans l'évier. Mais elle était de la famille, alors j'ai laissé passer. Jusqu'à maintenant, 10 minutes plus tard, les phares perçaient le crépuscule tandis qu'Aria arrivait dans ma Charger. Ma poitrine se serrait. La voiture semblait cabossée. La portière passager s'était affaissée. Le capot se fermait à peine et un rétroviseur latéral pendait, suspendu à son câblage. Elle fit éclater son chewing-gum et s'appuya contre l'aile comme si la scène était parfaitement normale. Un type avait grillé un feu rouge. Elle commença à mâcher du chewing-gum ponctuant chaque mot. Ce n'est absolument pas ma faute. Je la fixais, la voix coincée dans ma gorge. Je me souvenais de la fierté que j'avais ressentie en polissant l'extérieur de cette voiture jusqu'à ce que sa peinture brille comme de l'obsidienne. La révérence avec laquelle j'avais traité le bloc moteur après une nouvelle mise au point. Et voilà qu'elle était là, souillée par un inconnu imprudent et rendue sans même une excuse. Avant que je puisse parler, Talia apparut à la fenêtre du conducteur, enlaçant Aria dans ses bras, une étreinte protectrice. Elle est secouée, coupa Talia en repoussant les cheveux d'Aria. Ne panique pas. C'est de la famille. Je ne dis rien. Je m'efforçais de ne pas bredouiller pour éviter que ma mâchoire ne se serre au point d'en avoir mal pendant des jours. Talia avait instrumentalisé sa loyauté, plaçant le confort d'Aria au-dessus de la voiture que j'avais mis des années à rembourser. Elles attendaient toutes les deux que je cède, que je sacrifie ma colère sur l'autel de la solidarité familiale. Et malgré mes yeux fermés et ma respiration lente et posée, une fissure se forma en moi. La même fissure qui m'avait toujours soutenu sous le stress, la fissure que je cachais chaque fois que la vie basculait. Je déverrouillai le contrat de location de voiture dans ma tête, imaginant la promesse des experts en assurance d'une voiture de remplacement temporaire. Mes mains se desserrèrent en réalisant que j'avais d'autres options que l'acceptation silencieuse. Mais à cet instant, je restai cloué sur place.
Un homme tiraillé entre ses principes et le peu de gentillesse que notre société exige lorsque ses proches sont dans le besoin. Je repensais aux innombrables fois où j'étais allé travailler à pied par une chaleur torride ou un froid glacial, parce que mon atelier de transmission refusait de démarrer et que personne ne pensait à me déposer. Je me souvenais des nuits où j'avais garé ma voiture sur le bord de l'autoroute après une panne, tremblante de froid, tandis que des inconnus ignoraient mes prières. Talia serra l'épaule d'Ariel et la relâcha. « Viens, dit-elle doucement. Rentrons. » Elles grimpèrent toutes les deux sur le porche comme si de rien n'était, me laissant seul dans l'allée avec le chargeur cassé et une fureur qui me brûlait les côtes. Je me rapprochai du garage, enjambant une pelle à neige abandonnée et des traces de pas glacés. À l'intérieur, le faible bourdonnement du chauffage m'accueillit. Je me suis laissé aller à un soupir que je n'avais pas réalisé avoir retenu. La maison semblait plus froide que l'air extérieur. Dans le silence, j'entendais mon propre battement de cœur, régulier et exigeant. Il ponctuait une vérité inexprimée. Je ne voulais pas être ignoré. Ils m'ont pris plus qu'une voiture. Ils ont érodé ma dignité, ma confiance, mon sentiment d'être maître de ma vie. Et à cet instant, les fondements de mon monde ont basculé. J'avais toujours été un homme d'action, quelqu'un qui préférait les clés aux mots. Maintenant, pour la première fois depuis des années, je sentais un jugement se profiler à l'horizon. J'essuyais la condensation de mes paumes sur mon jean et me dirigeais vers le salon. Le chauffage tic-tac me poussait à avancer. À l'intérieur, Talia versait une tasse de thé à Aria. Toutes deux se découpaient à la lueur de la lampe. Elle me tournait le dos. Elle n'avait pas remarqué mon entrée. Et c'était peut-être approprié, car l'ancien Marcus, celui qui avait toléré tous les désagréments au nom de l'harmonie, s'était discrètement envolé dans le vent de décembre. Une nouvelle résolution prenait racine dans les creux où se trouvait autrefois ma loyauté. Je relevai le menton. La ligne familiale était tracée. Et maintenant, c'était à moi de décider de quel côté je me rangeais. Le lendemain matin, je contemplais la carrosserie fade de la Kia argentée et repensais au rugissement du moteur émis de ma chargée. À sa façon d'accélérer comme un battement de cœur alimenté par un piston. À la sonorité gutturale de son échappement, promesse de puissance. Cette berline de course faisait penser à une blouse d'hôpital en comparaison. Fonctionnelle, sans intérêt, un modèle emprunté à une flotte de location. Mais la vie a toujours ses inconvénients. J'ai donc signé les papiers et je suis parti, le souffle embrumé par l'air glacial de l'Ohio. À midi, je savais déjà que je ne resterais pas longtemps au volant. Talia m'a intercepté juste devant la porte de la cuisine, un sourcil levé comme si elle m'avait surpris en train de voler des biscuits dans un bocal. Aria en a besoin, a-t-elle dit avant que je puisse dire un mot. Elle a 3 entretiens aujourd'hui, un à 9h, un à 11h et un à 14h. Tu ne veux pas qu'elle stresse pour les trajets, n'est-ce pas? Je reconnais la tactique. Culpabilité par association. Talia assimilait mon refus de prêter la voiture à un sabotage de l'avenir du quartier. Une vision d'elle, coincée dans un hall d'immeuble encombré de courants d'air. Mais j'avais passé les 10 derniers jours à accumuler des kilomètres sous les orages, à patauger dans la neige fondue et à dormir pour que la femme qui avait subtilisé mon chargeur puisse décrocher un entretien pour lequel elle n'était pas qualifiée. Ça avait assez duré. J'ai appuyé mes avant-bras sur le cadre de la fenêtre de la cuisine et j'ai croisé son regard. Elle a déjà démoli ma voiture, ai-je dit doucement. Elle peut marcher jusqu'à l'arrêt de bus à quelques pâtés de maison. Ses lèvres se sont pincées et elle a soupiré comme si j'avais demandé la lune. Tu te prends pour toi, a-t-elle rétorqué. Laisse-la faire. Moi, j'ai tout pris pour moi, ai-je rétorqué, repensant aux nuits glaciales où je rentrais chez moi en frissonnant, les mains engourdies par le froid. Pas une seule fois je ne leur avais demandé de me donner les clés de la voiture. Pas une seule fois ils ne m'avaient proposé de me raccompagner. Chaque jour, je marchais, espérant que la routine atténuerait ce sentiment de trahison, mais elle ne faisait que l'aiguiser. Ma dignité était dans la distance entre la maison et le travail, et j'en avais assez de la regarder disparaître sur les trottoirs fissurés. Talia ouvrit la bouche, puis la referma. Elle croisa les bras et s'appuya contre le comptoir, l'îlot de notre vie commune, se sentant soudain étrangère et inconnue. Je pouvais voir la silhouette d'Aria de l'autre côté du couloir, en train de frotter les taches de café sur la moquette. Sa nouvelle contribution à la liste des tâches ménagères. Famille, laissez tomber. Ces mots avaient toujours sonné creux, mais maintenant ils résonnaient dans la cuisine comme un mensonge. Je reculai, soudain consciente de l'enjeu. Si je prenais la location, je risquais d'être taxé de sans cœur.
Si je la laissais faire, je risquais d'être piétiné. Je ne voulais aucune étiquette, alors je fis le choix que je m'étais promis de faire. L'intégrité plutôt que la commodité. Je suis désolé, dis-je d'une voix ferme, mais elle ne la toucha pas. Je tournai les talons et quittai la pièce, mes bottes claquant sur le parquet. Le magasin était à 7 minutes en voiture, mais je pris mon temps, laissant mon esprit s'organiser pour la journée à venir. Je connaissais la routine, prendre rendez-vous avec Ray, pointer, faire un diagnostic sur le monospace Smithson, changer les freins de ce vieux pick-up Ford. Mais quelque chose me semblait différent, comme si les vitesses de ma vie avaient changé d'un pouce et faussé toutes les mesures. À mon arrivée, Ray me lança un regard en coin. Son front se plissa comme s'il pouvait voir le poids sur mes épaules. Avant même que j'enlève mon manteau, il me fourra une enveloppe dans la main. « Tu as reçu ça à la réception » marmonna-t-il. « De votre expert » J'acquiesçai et la glissai dans ma veste. Le péché d'huile et de métal se pressa contre moi, un rappel réconfortant de ma place. Je pointai, échangeai des politesses avec les autres, puis me glissai dans la salle de repos pour 5 minutes de solitude et de café. De la vapeur s'échappait de la tasse tandis que j'ouvrais l'enveloppe, m'attendant à recevoir un devis actualisé. Au lieu de cela, je trouvai des instructions pour obtenir une déclaration de sinistre auprès du commissariat et un formulaire de réclamation pour usage non autorisé du véhicule. Mon cœur se serra. Il m'avait donné le pouvoir de confronter officiellement le vol et de demander des comptes à quelqu'un. Pas devant un tribunal, mais au moins sur papier. Je me suis adossé au fauteuil en vinyle, la tasse me réchauffant les mains tandis que je lisais les petits caractères. Si je soumettais la déclaration, l'expert m'annonçait qu'il intenterait une action en sous-représentation et demanderait un remboursement à la partie responsable ou au conducteur, qui, à leurs yeux, était clairement Aria. La gravité de ce choix me serrait la poitrine. J'étais arrivé jusqu'ici en serrant chaque boulon et en réparant chaque moteur avec patience. Il me fallait maintenant retrouver ma vie sur la terre ferme. 1 heure plus tard, je me retrouvais dans un box bondé du commissariat local, avec un presse-papier et une épingle bleue. Un sergent de bord m'examina tandis que je racontais l'histoire. La chargée disparue, la collision non signalée, le conducteur non autorisé. Je me souvenais du sourire d'Aria lorsqu'elle avait pris possession de la voiture, comme si elle y avait droit. Je me souvenais des douces paroles de Talia pour me calmer. Et je me souvenais des longues nuits passées à pied, me sentant plus petit à chaque pas. Quand j'eus terminé, le sergent acquiesça, tamponna ma déclaration sous serment et la glissa sur le comptoir. Je la glissai dans ma poche, à côté des papiers de location, et sortis sous le pâle soleil d'hiver. Le vent tirait sur les bords de mon manteau, mais je tins bon. J'avais fixé une limite. Dans les jours à venir, la compagnie d'assurance enquêterait et la vérité éclaterait au grand jour. Je remontai dans la Kia, ajustai le siège et les rétroviseurs et expirai. Le siège passager sentait encore légèrement le chewing-gum d'Harry, doux et écœurant, et l'espace d'un instant. Je fronçai le nez. Puis je démarrai, sentant une raison d'être remplacé le nœud dans ma poitrine. Cette voiture n'était peut-être pas à moi, mais j'avais retrouvé quelque chose de plus important. Le contrôle de mon propre voyage. En m'engageant sur la route principale, j'ai décidé de ne plus abandonner les exigences de ma propre dignité. La longue marche n'était pas terminée. C'était simplement devenu un voyage différent, un voyage dont je choisissais la destination et, pour la première fois depuis des semaines, j'attendais chaque kilomètre avec impatience. J'ai hésité devant la porte d'entrée du magasin avant d'entrer, mon souffle perçant l'air froid de l'après-midi. Dans la poche de ma veste se trouvait l'enveloppe de l'expert en assurance, son contenu pressant contre ma cuisse comme un réquisitoire silencieux. Je me suis glissé sous la porte du garage et me suis dirigé droit vers le bureau de Ray, passant devant les outils éparpillés et les ascenseurs vrombissants qui me faisaient habituellement sentir comme chez moi. Aujourd'hui, ils me semblaient comme des témoins. J'ai frappé une fois, puis j'ai poussé la porte. Ray a levé les yeux de son bureau, les sourcils levés. « Tu l'as reçu ?» demanda-t-il doucement. J'enroulai mes doigts autour de l'enveloppe et la lui tendis. Il en fit glisser le haut, retira l'épaisse pile de papier et les étala sur son bureau. Le premier document était ma déclaration de sinistre, le formulaire officiel que j'avais déposé au poste. En dessous, il y avait autre chose, le rapport de police de la nuit de l'accident. J'avalai difficilement. C'était la première fois que je le voyais, même si je savais qu'il existait. Je parcourus les pages, cherchant le cachet, le numéro de dossier, le résumé de l'incident. Mon nom y était imprimé en caractères d'imprimerie officielle, Marcus Elridge,
victime d'usages non autorisés et de délits de fuite. Mon cœur battait la chamade en feuilletant la section intitulée « Déclaration du conducteur ». C'est là que je m'attendais à voir apparaître les aveux du quartier. Au lieu de cela, le rapport relatait le récit de l'agent. Le conducteur avoua avoir pris le véhicule sans l'autorisation du propriétaire et décrivit la situation comme un malentendu familial. Les mots semblaient petits sur la page, mais ils portaient le poids de chaque kilomètre parcouru dans la neige. Chaque seconde d'attente. Que quelqu'un reconnaisse ma perte. Rétendit la main et me tapota l'épaule. On dirait qu'elle a admis l'avoir emprunté, dit-il. J'acquiesçai, même si un engourdissement me parcourait les membres. Je repensai à la nonchalance entêtante d'Ariel lorsqu'elle me rendit le chargeur. Son haussement d'épaule désinvolte, le léger pincement de ses lèvres suggérant qu'elle attendait mon pardon. Et maintenant, la preuve, noir sur blanc, était là. Elle avait sciemment pris ma voiture sans permission et elle avait menti sur les circonstances, à moi et à la compagnie d'assurance. Mais regardez ça. Ri désigna une autre section. Le rôle de votre femme est différent. Je me penchai davantage. Le deuxième paragraphe du rapport mentionnait que Talia avait connaissance de l'utilisation non autorisée. Apparemment, Aria avait dit à l'agent qu'elle était la seule à avoir pris la voiture et que Talia ignorait tout de ce qui se passait. C'était un mensonge éhonté, là aussi. Talia avait répondu à mon appel et confirmé qu'Aria avait le chargeur, puis avait tenté d'atténuer le choc avec cette défense prudente. Elle fait partie de la famille. Ici, dans le rapport, sa connaissance connue. C'était une déclaration d'innocence, une page blanche que je savais fausse. Le papier a tremblé dans ma main en lisant la dernière page. Le conducteur a refusé de porter plainte, espérant une résolution à l'amiable. J'ai eu le souffle coupé. Cette note a fait l'effet d'un coup de massue. Le rapport révélait qu'Aria avait demandé à l'agent de traiter cela comme un malentendu et que l'agent avait consciencieusement noté que je ne souhaitais pas porter plainte. Je serrai les mâchoires. Chaque mot de cette phrase était un effacement de ma souffrance, de mes mois de promenade froide et de ma patience feinte. C'était comme si mon silence était devenu un document juridique, un document qui m'obligeait au pardon si je ne parlais pas et à plier soigneusement le rapport et me l'a rendu. Ils s'en serviront pour la sous-représentation, a-t-il dit. Votre expert essaiera de récupérer les frais auprès de l'assurance d'Aria si elle en a. Sinon, ils s'en prendront directement à elle. J'ai hoché la tête, l'esprit s'emballant. Je savais que Talia et Aria n'avaient pas d'assurance auto entre elles. Aria était toujours sur la police de Talia, si. Tout cela, et leur couverture ne couvrirait probablement pas le genre de dégâts que j'avais dû réparer. J'ai regardé Ray et lui ai offert un léger sourire. Merci de me l'avoir montré. Il a haussé les épaules, compatissant. Tu sais que je te soutiens. La loyauté dans sa voix ancrait quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement une trahison personnelle. C'était un abus de confiance qu'on avait le droit de dénoncer. Je me suis éclairci la gorge et lui ai rendu les papiers. Je dois parler à l'expert moi-même, ai-je dit. Et je dois savoir quelles sont mes options. Ri a hoché la tête, comprenant plus que n'importe quel mot. J'ai passé le reste de la journée à retourner à mon espace de travail. Chaque tour de clé me rappelait pourquoi j'avais bâti ma vie sur l'honnêteté et le savoir-faire. Mais ce soir, j'allais réécrire cette honnêteté à ma façon. En quittant la maison, j'ai remis mon manteau et me suis dirigé vers le bureau d'assurance du centre-ville. Dehors, sur le parking, je me suis arrêté près de ma Subaru, une petite voiture. Mais quand j'en étais propriétaire, bien avant. Chargeur, et respirant l'air frais sous la lumière bleue déclinante du crépuscule, j'ai pris une décision. J'allais affirmer ma vérité. À l'intérieur du bureau d'assurance, l'experte m'a salué par mon nom et m'a fait signe de rejoindre un box privé. C'était une femme professionnelle avec un sourire protocolaire bienveillant, mais je pouvais deviner à sa mâchoire qu'elle était sérieuse. J'ai posé le rapport de police sur le bureau et j'ai regardé son regard parcourir les pages. Elle a hoché la tête en faisant claquer son stylo. Monsieur Elridge, ceci confirme une utilisation non autorisée. Et le rapport indique que Madame Elridge a affirmé n'avoir aucune connaissance, n'est-ce pas? J'ai répondu doucement, oui. Ma voix était calme, mais intérieurement, je sentais l'électricité crépiter. Elle m'a expliqué la procédure de sous-représentation. Ils avanceraient le coût des réparations de mon chargeur, puis poursuivraient la partie responsable en réparation. Si nécessaire, ils pourraient saisir les actifs de la zone ou demander un jugement. Il y avait des délais, des audiences et des formalités.
Administrative. Tout un système conçu pour me protéger, mais seulement si je choisissais de l'activer. Une fois terminé, je suis ressorti dans la nuit avec un dossier de formulaire et un sentiment de objectif. Je revoyais mentalement le visage de Talia. Sa douce défense d'Aria, la façon dont elle avait pris le parti de sa sœur contre moi. J'éprouvais une profonde tristesse face à ce que notre mariage était en train de devenir, mais aussi une profonde satisfaction à l'idée que justice, même minime, serait rendue. Je grimpais dans la Kia de location, le moteur ronronnant. Plus besoin de marcher dans la neige. Pas quand j'en aurais la preuve, pas quand la loi reconnaîtrait ma propriété et mon droit à être indemnisé. Je pris la route pour rentrer chez moi, chaque tour de volant faisant écho à la promesse que je m'étais faite. Désormais, je ne laisserai plus jamais mon silence être considéré comme un consentement. La route serait peut-être semée d'embûches, mais j'étais au volant, et enfin, je conduisais. Ce soir-là, je suis entré dans la maison comme un étranger retournant dans un monde étranger. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai senti le froid de la trahison m'envelopper les épaules comme un manteau humide. Je posai mes clés sur la table d'entrée et enlevai mes bottes, chaque bruit sourd contre l'écho fou du calme. Dans le salon, la télévision diffusait un talk show de fin de soirée, l'animateur souriant et posant des questions qui ne m'intéresseraient jamais. Je me dirigeai vers le sous-sol, mon seul refuge ces dernières semaines, où le néon au-dessus de mon établi bourdonnait doucement. Le sous-sol sentait la sûre, huilait les bâches recouvrant des projets à moitié finis, un vieux cadre de moto attendant un nouveau chrome, une boîte à outils en métal que j'avais reconstruite à l'ouverture de mon atelier. Ces odeurs familières me raccrochaient aux pieds comme la première page d'un article encre le lecteur. Je m'assis sur le tabouret que j'avais installé des années auparavant, tendis la main et caressa mes doigts. Des douilles classées par taille, des clés à molette accrochées comme des trophées sur le panneau perforé, une seule tasse à café tachée de graisse et portant le logo d'un fabricant d'outils que j'admirais. Cet espace était le mien, vierge de mensonges ou de commodités empruntées. Au-dessus de moi, le chauffage se mettait en marche, claquant dans les conduits. Je repensais aux 3 dernières semaines. D'innombrables pas dans le vent et la neige, des genoux douloureux, des engelures. Mes doigts, et le léger bourdonnement du ressentiment qui montait dans ma poitrine. Chaque kilomètre parcouru avait été un vote silencieux contre ma propre valeur. Et personne ne l'avait remarqué. Personne ne s'était proposé de porter le fardeau un seul instant. Et puis j'ai découvert le rapport de police, les formulaires d'assurance, la preuve de leur tromperie. Tout s'est cristallisé en une vérité indéniable. Je ne pouvais plus me taire. J'ai fermé les yeux et laissé mes mains reposer sur mes genoux. Dans ce silence, j'ai entendu le dialogue que j'avais évité. Ma propre voix exigeant d'être entendue. Non pas crier, non pas avec colère, mais prononcée fermement, calmement, sans excuse. Je me suis rendu compte combien de fois j'avais étouffé mes propres besoins sous prétexte de maintenir la paix. Mon mariage était devenu un registre de compromis. Chaque entrée pesait lourd contre moi. Ma loyauté était comptée comme un accord. Ma patience était cataloguée comme une permission. J'ai compris que l'amour non tempéré par le respect n'était rien d'autre qu'un abandon. Un léger clic a retenti lorsque j'ai ouvert le petit tiroir sous l'établi. Celui où je rangeais mes outils les plus précieux, des tournevis de précision, des jauges d'épaisseur, un pied à coulisse que j'avais acheté lors de mon premier apprentissage chez Ray. Je sortis mon cliquet préféré, dont le manche était lisse après des années d'utilisation, et le passai entre mes doigts. C'était un outil simple, capable de fournir un couple mesuré entre de bonnes mains. J'appuyais sur le bouton et écoutais le cliquetis satisfaisant des douilles qui s'éparpillaient sur le bois. L'atelier avait toujours été mon sanctuaire, car j'en contrôlais le résultat. Un bon tour suffisait à faire céder un boulon. Une force inappropriée le faisait glisser. Ici, tout obéissait à l'intention. Je me redressai, cliquet en main, et me dirigeai vers l'escalier. Là-haut, le rire doux de Talia résonna. Ce son était en harmonie avec le trouble que je ressentais. Il appartenait à une autre vie. Je marquai une pause, écoutant sa voix se mêler au rire d'Aria, évoquant un nouvel arrangement ou un nouveau plan, probablement de nouvelles excuses ou exigences. Ma mâchoire se serra, mais je refusai de laisser la colère obscurcir ma détermination. Je me rappelai que la colère sans action est une impasse. Je me levai de toutes mes forces. J'ai porté le cliquet à l'étage comme un talisman. Dans le couloir, j'ai entendu leurs pas et leurs murmures. Talia et Aria se sont arrêtés tandis que je les approchais du mur. Je tenais le cliquet à mes côtés, son chrome poli reflétant la faible lumière.
Elles ont échangé un regard. Dans cet échange, j'ai lu de la défiance dans le regard de Talia et un sentiment de droit dans certains domaines. Elles ont cru que j'allais craquer. Elles ont dû supposer que mon silence signifiait obéissance. J'ai pris une inspiration et j'ai parlé clairement. Il faut qu'on parle. Ma voix était calme, mais suffisamment ferme pour briser le semblant de normalité domestique. Elles se sont tournées vers moi, et j'ai vu une lueur de surprise sur le visage d'Aria, avant qu'elle ne la masque sous un sourire entendu. Les lèvres de Talia se sont pincées en une fine ligne tandis qu'elle croisait les bras. J'ai posé le cliquet sur la console d'un geste intentionnel. Ce n'était pas une menace, mais un symbole de ma détermination. J'ai été silencieux assez longtemps, ai-je dit. Je vous ai laissé tous les deux parcourir notre vie ensemble, et je l'ai accepté parce que vous êtes de la famille. Mais être famille ne signifie pas bafouer les limites de quelqu'un d'autre. Aria ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main. Laisse-moi finir. Les rires du salon me parurent soudain intrusifs. Tu as pris ma voiture sans permission. Tu m'as menti. Tu as menti à la police. Et tu t'attendais à ce que je l'absorbe. Puis tu as vendu mes outils. Tu as dépensé sur mon compte et j'ai marché dans la neige pendant que tu utilisais ma voiture de location. J'ai gardé le silence parce que je pensais que c'était ce qu'exigeait l'amour. Mais j'avais tort. La posture de Talia se crispa. Marcus, tu en fais une affaire inutile. Ce n'est pas une affaire inutile. Ai-je répondu d'un ton mesuré. C'est exactement ce que ça devrait être. Vous avez tous les deux trahi ma confiance et cela m'a coûté du temps, l'argent et ma tranquillité d'esprit. J'ai jeté un coup d'œil au cliquet. Ça, ai-je dit, le ramasser est un outil que j'utilise pour remettre les choses en ordre. Il applique la bonne force au bon endroit pour réparer ce qui est brisé. J'ai décidé qu'il était temps d'utiliser la force qui convient dans ma vie. Les épaules d'Aria s'affaissèrent et la défiance de Talia vacilla. Elles échangèrent un nouveau regard, cette fois sans confiance. Je poursuivis, je reprends le contrôle. La compagnie d'assurance réclame réparation. Je demande le divorce et je porte plainte pour vol et fraude. Un silence s'installa entre nous, ponctué seulement par le bourdonnement du fourneau. Je vis les joues d'Aria se colorer tandis que Talia réalisait qu'elle ne pouvait plus se dérober. Je glissai le cliquet dans ma ceinture, geste symbolique pour clore ce chapitre. J'en ai assez du silence, dis-je doucement. Désormais, je parle pour moi-même. Je me retournai et m'éloignai, chaque pas faisant écho à ma nouvelle conviction. Derrière moi, leur voix était faible et incertaine. Surtout, j'entendis la réponse claire et résonnante dans mon esprit. Enfin, je respectais les limites que j'avais longtemps négligées. Et c'est ainsi que j'ai trouvé le germe d'une nouvelle résolution, celle qui guiderait chaque kilomètre du voyage à venir. Le lendemain matin, réveillé avant l'aube par la sonnerie stridente de mon réveil, je suis resté un long moment dans l'obscurité, à écouter la maison respirer autour de moi. J'entendais le léger clic du thermostat, le ronronnement de la chaudière et le léger bruissement des rideaux tandis que le vent soufflait contre les fenêtres. Je suis sorti du lit, en prenant soin de ne réveiller ni Talia ni Aria, et j'ai enfilé mon pantalon de travail. Mes bottes me semblaient plus lourdes que d'habitude, comme si le poids de chaque pas non payé dans la neige s'était ancré dans leur âme. J'ai serré les lacets, pris la clé de location sur la table de nuit et suis descendu. Dans la cuisine, la clé en argent est posée sous la lumière crue du plafonnier, sa forme banale luisant comme une insulte. J'ai traversé le sol d'un pas délibéré, chaque pas résonnant sur le parquet, et j'ai posé la clé sur le comptoir. Talia sortit du salon, se frottant les yeux pour chasser le sommeil, les cheveux et les joues rouges de confusion. « Bonjour », dit-elle d'une voix prudente. Elle remarqua mon expression et se retourna, scrutant ma posture du regard. « Tu prends la voiture ?» Je la regardai droit dans les yeux. « Oui, dis-je. Les interviews d'Aria peuvent attendre. J'en ai besoin aujourd'hui. » Ses lèvres se pincèrent et elle se passa la main dans les cheveux. « Marcus, elle a un entretien à midi. Que suis-je censé faire ?» J'expirai lentement, délibérément. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon, peignant le ciel de rose et de violet meurtri. « Elle peut marcher, répondis-je. Elle avait déjà marché quand elle était dans sa voiture. Vous avez tous les deux oublié comment faire. » Elle se détourna et se dirigea vers le placard pour prendre une tasse de café. « Tu en fais trop, dit-elle par-dessus son épaule. »« Il faudrait peut-être que ce soit plus grand, dis-je d'une voix basse mais ferme. » Elle marqua une pause,
la main figée sur l'anse du pot à café. Je vis ses épaules se raidir, et je sentis cette douleur familière se resserrer dans ma poitrine. Tu m'as menti, continuai-je. Tu l'as laissé conduire ma voiture sans permission. Tu as menti à l'assurance. Tu as menti à la police. Tu m'as laissé marcher dans la neige pendant que vous restiez tous les deux au chaud. Elle ferma les yeux, se pinça l'arête du nez. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix se brisa. J'essayais juste de la protéger. Je secouai la tête et m'approchai pour qu'elle puisse lire la détermination dans mes yeux. Être une famille ne signifie pas taire la vérité. La protéger ne signifie pas me sacrifier. Ces mots me semblaient justes. Honnêtes et nécessaires. Mais même en les prononçant, je m'interrogeais sur la distance qui s'était creusée entre nous. Quand étais-je devenu un homme qui se sentait lésé par sa propre maison? Elle reposa le pot de café avec fracas, puis croisa mon regard. Je ne sais pas ce que tu veux de moi. Je pris la clé de location et la tendis entre nous, un petit pont au-dessus du gouffre. Je veux du respect, dis-je simplement. Et je veux aller au travail en voiture et quelque chose que j'ai payé. Je me retournai et me dirigeai vers la porte, la clé toujours entre mes doigts. Avant de sortir, j'ajoutai, déménage ses affaires si tu dois le faire. Je lui enverrai la facture. Les dégâts. L'air froid me frappa comme une gerbe de glace, me réveillant complètement. Je me glissai dans la Kia et me réchauffai les mains sur le volant. Un instant, je restai assis à contempler mon allée, le devant de la maison, où nos mensonges s'entremêlaient, m'interrogeant sur le prix de ces nouvelles lignes. Quand je démarrai enfin le moteur, le vrombissement de la voiture me parut étrange comparé au rugissement des chargés. Mais elle était à moi pour la journée, et cela me suffisait. Le trajet jusqu'au garage fut fluide, mais surréaliste. Dans la chargée, j'aurais senti la route vibrer à travers la suspension, les pneus agrippant le bitume comme des promesses. La Kia me portait, indifférente. Je repensais aux deux fissures qui s'étaient formées dans notre maison, la première décision unilatérale d'Ariel de prendre ma voiture et la défense inébranlable de Talia. Ensemble, elles avaient érodé mon sentiment d'appartenance jusqu'à me rendre étrangère chez moi. Aujourd'hui, je refusais d'être étrangère à moi-même. Au garage, Ray était déjà au ralenti près de la porte. En sirotant une tasse de café de voyage. Il m'a regardé me garer, a étudié le profil indéfinissable de la location, puis m'a adressé un signe de tête compatissant. J'ai coupé le moteur et suis descendu avec un bref sourire. Bonjour, ai-je dit. Il a levé sa tasse. On s'est disputé ce matin, ai-je entendu. Tout va bien, ai-je soupiré en verrouillant la portière. Mieux que bien, ai-je dit. J'ai repris la voiture. Les yeux de Ray se sont légèrement écarquillés. Bien. Tu ne l'aurais jamais laissé utiliser celle-là. Je haussai les épaules en chargeant mon sac sur mon épaule. Il fallait que je trace la première ligne. Il hocha lentement la tête, comme s'il pesait mes mots. Les lignes, c'est bien, dit-il. Elles empêchent d'entrer ce qu'on ne veut pas. À l'intérieur de l'atelier, l'air était chargé d'huile et de métal chaud. Le rythme régulier des marteaux et des roues qui tournaient m'accueillit comme une bouée de sauvetage. Je pointai, fis une rapide vérification de sécurité de mon poste, puis me penchai vers le premier véhicule qui m'attendait, un monospace bleu avec un alternateur vrombissant. Lorsque le capot s'ouvrit, je sentis un calme familier m'envahir. Ici, dans le tour prévisible de la clé et le desserrage hésitant des boulons, je trouvai la certitude. Je pensais au formulaire que je devais encore remplir. Le rapport de police désavouant mon consentement tacite. Les papiers du divorce attendant la signature de Talia. La demande de restitution que j'allais déposer contre Aria. Chacun serait un outil à part entière, utilisé avec précision pour réparer ce qui avait été brisé. Et tandis que je prenais mon jeu de douille, j'ai réalisé que pour la première fois depuis des semaines, je ne faisais pas que tourner les clés. Je tournais ma vie. La longue marche n'était pas terminée. Mais aujourd'hui, j'ai parcouru un autre mile selon mes propres conditions. Celui qui a commencé avec le simple fait de tracer une ligne et s'est terminé par la résolution de ne plus jamais dépasser. À la fin de l'après-midi, j'étais coulé profondément dans un bon puits de roues de pick-up Ford, combattant un boulon têtu lorsque Ray m'a signalé. Son visage était pâle, ses yeux se dirigeant vers la porte de garage ouverte comme s'il avait repéré quelque chose de troublant là-bas. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je suis entré dans l'entrée de la baie juste au moment où une brise sceptique a balayé, portant le léger son de trafic lointain. Ray tenait une imprime froissée à la main.
Une publication amateur de Facebook Marketplace. Mon cœur a coulé avant de lire les mots. Coffre à outils à roulement Snap-on, $2.08 au BO, situé à Columbus, Ohio. J'ai reconnu la photo instantanément. C'était ma poitrine. Même bosse dans le coin. Même autocollant altéré qui se lisait en juillet 2017. Même outil dispersé aligné sur le dessus exactement comme je les ai laissés. Une fosse s'est ouverte dans mon estomac. Je me tournai pour regarder à travers le terrain vers mon garage où j'ai gardé la poitrine garée au bord de mon espace de travail. Le couvercle était fermé maintenant, mais je pouvais presque voir les prises et les tournevis que j'avais méticuleusement organisés, les clés de couple que j'avais collectées au fil des années d'apprentissage, et ce multimètre vintage que j'avais acquis sur eBay après avoir économisé pendant des mois. Les outils n'étaient pas seulement des outils pour moi. C'étaient des références de compétences, des marqueurs de progrès, la preuve tangible de chaque problème difficile que j'avais résolu. Qui a publié ceci? Ai-je demandé, ma voix basse. Rehaussa les épaules. C'est sous un nom que je ne reconnais pas. Cette personne a un profil avec exactement 2 amis et 0 histoire. J'ai cliqué sur le lien du vendeur et cela a conduit à un compte de brûleur. Sa bouche se contracte avec sympathie. Ils ont envoyé un message aux acheteurs potentiels toute la journée. Je lui ai pris le papier, mes doigts tremblants autour du giron. Le prix était inférieur à la moitié de ce que je savais le coffre valait s'il était vendu légitimement. La liste a décrit le contenu. Les outils comprenaient diverses prises, clés, outils de spécialité, choix disponibles sur demande. Ça sentait l'opportunisme, une prise désespérée pour de l'argent rapide, et une nage de trahison. J'ai laissé tomber l'impression sur un établi à proximité et je me suis dirigé par la porte sans un mot. Le voyant de décembre s'estompait et l'air s'était élevé avec la promesse de neige. J'ai marché jusqu'à l'allée et monté l'extérieur du garage, à la recherche de signes d'entrée forcés. Le cadenas sur la porte latérale était intact. Les traces de porte aérienne étaient non ensemble. Celui qui avait pris ma poitrine n'avait pas sauté. Ils avaient eu une clé. Talia ou Aria ou les deux s'étaient aidés à mon sanctuaire. Mon esprit a couru alors que j'ai examiné l'allée pour les pistes de pneus qui pourraient correspondre à la chronologie de la vente et au rendez-vous de ramassage. J'ai remarqué un faible frottis de graisse noire sur le béton sous où la poitrine était habituellement assise. Je l'ai agenouillé et je l'ai tapé avec mon doigt ganté. Frais. Ma poitrine n'avait pas été déplacée pendant des mois jusqu'à présent. La réalisation m'a frappé comme une clé aux côtes. Ils avaient planifié cela. Pendant que j'étais au travail, immergé dans des moteurs et des échappements, ils avaient orchestré le vol de mon moyen de subsistance pièce par pièce. L'adrénaline a bondi à travers moi et je me suis retourné à l'intérieur, claquant la porte derrière moi pour que l'écho secoue à travers la boutique. Releva les yeux, surpris. J'ai agité le papier en l'air. Ils ont vendu ma poitrine. J'ai aboyé. Il se leva, renversant ses tabourets. Obtenons des détails, a-t-il dit, en bousculant après moi. Nous avons esquivé dans son bureau et j'ai raconté tout ce que je savais. Arias paye d'achat sur le compte conjoint, la façon dont elle avait commandé des livraisons de nourriture tandis que Talia les a enduits comme usuel. Et maintenant ça. Je lui ai montré mes tiroirs de poste de travail à moitié vides et nus. Il regarda à l'intérieur. Les clés de couple avaient disparu, les étriers manquants, les tournevis de précision nulle part en vue. Même les vieilles prises bosselées que j'ai gardées pour des pièces de rechange avaient disparu. Ma collection avait été liquidée dans un étombé. Ray se frotta les tempes. Nous devons tout documenter. Imprimez cette liste. Enregistrez tous vos articles manquants. Tous les emails ou messages. Nous obtiendrons la date et l'horodatage. J'ai hoché la tête numériquement, ma poitrine se soulevant. J'ai ressenti une fureur froide d'allumer dans mon cœur, chaud comme un moteur de course. La boutique qui avait autrefois été mon refuge ressemblait maintenant à la scène d'un crime. Nous avons passé l'heure suivante à compiler des preuves, des captures d'écran de la publication Marketplace, des notes sur chaque outil manquant, des numéros de série où je pouvais m'en souvenir. Ri a proposé d'appeler une faveur avec un ami technologique qui a surveillé les prêteurs sur gage pour des produits volés. J'ai accepté avant même qu'il ne termine la peine. La pensée de mes outils se présentant entre les mains de quelqu'un d'autre m'a rendu malade. J'ai imaginé un étranger en utilisant ma clé à couple sur un moteur, des étrangers se penchant sur mon multimètre pour tester les circuits. L'intimité de mon métier a violé. À l'heure de fermeture,
j'avais un dossier bombé avec des preuves et un plan qui se forment dans mon esprit. Je déposerai immédiatement un rapport de police, nommant Aria et Talia suspects. Ils avaient accès, moyens et motivation. Ensuite, je suivrai chaque avance, vérifier les prêteurs sur gage, parcourirai les publications en ligne et exigerai la restitution pour chaque outil. La loi me soutiendrait, mais je savais que le processus serait lent. En attendant, mon travail ralentirait aussi. Chaque mécanicien comptait sur son set, et je manquais la moitié du mien. J'ai quitté la boutique avec le dossier sous mon bras, l'air net passant à travers mon manteau. À la maison, les fenêtres étaient sombres. Le Silver Kia était toujours assis dans le trajet, mais la lumière du garage est restée éteinte. J'ai marché jusqu'à la porte latérale et j'ai utilisé ma clé pour glisser à l'intérieur. Dans le silence de la maison vide, mes bottes ont cliqué sur le plancher de bois franc, et j'ai senti l'absence de mes outils comme une douleur dans mes mains. J'ai trouvé Talia dans le salon, enroulée sur le canapé avec un livre. Elle leva les yeux, surpris. « Marcus, qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt ?» Je me tenais là, dossier de preuve en main. Ses yeux y tournèrent. Je m'éclate la gorge. « Où sont mes outils ?» ai-je demandé, voix basse et calme. Le calme était délibéré, un plaquage au-dessus du mastrum de la trahison que je ressentais. Elle secoua la tête, confuse. « Quels outils ?» J'ai jeté la liste des photos et des stocks de listes sur la table basse. « Mon coffre à instantané, dis-je. Tous les articles à l'intérieur, des clés de couple, des étriers, des tournevis, des prises spéciales, ils sont partis. Quelqu'un les a énumérés à la vente. » Son regard s'est tourné vers le mien, la panique se répandant sur son visage. C'est ridicule. Pourquoi pourrais-je faire cela? Parce que vous aviez besoin de ne jamais avoir soulevé un doigt. Abondant de l'argent à travers des applications étiquetées comme usuel. Tu ne peux pas être sérieux, murmura-t-elle. J'ai ouvert le dossier. Je dépose un rapport de police demain. Je porterai des accusations de vol. Je laisse ça s'installer. Je ne te laisserai plus marcher sur moi. Dans le silence qui a suivi, j'ai vu la fracture gravée sur son visage, la même fracture que j'avais vue dans mon propre cœur. Et comme je me tenais dans ce salon, des preuves se sont posées entre nous. Je savais que les prochaines étapes remodèleraient tout. Notre mariage, notre maison, mon sens de qui ils étaient. Les outils qui ont disparu avaient pris plus que le métal. Ils avaient pris l'illusion de la confiance. Maintenant, je récupérais à la fois mes outils et ma dignité, un tour précis à la fois. Je suis sorti de la douche et j'ai enroulé une serviette autour de ma taille, la vapeur se recroquevillant autour de mes épaules comme un secret coupable. À l'extérieur, la lumière de l'après-midi était devenue froide et grise, et une fine couche de glace vitrée dans l'allée. Mon téléphone bourdonnait contre la tuile et j'ai séché ma main sur la serviette avant de la ramasser. L'idée de l'appelant a clignoté le nom de Ray et j'ai répondu sur le 3e anneau. Marcus, a-t-il dit à voix basse qui portait le poids des mauvaises nouvelles. Vous devez voir cela. Il n'a pas élaboré. Alors, j'ai attrapé mon manteau, jeté sur un chapeau et j'ai glissé dans mes bottes, laissant le reste de la maison derrière. La Toyota Corolla dans l'allée était déjà incrustée de gel, mais j'ai verrouillé la porte d'entrée derrière moi et je me suis dirigé vers le garage, l'air net mordant ma peau mouillée. À la boutique, Ray attendait avec une imprimée repliée sous son bras. Sa porte de bureau était fermée et je l'ai suivi à l'intérieur, le cadre en métal cliquetit alors que je l'ouvrais. Il m'a assis derrière le bureau et a glissé le papier. Jetez un coup d'œil, a-t-il dit. J'ai déplié le drap brillant et cligné des yeux 2 fois. Là, en gras, une annonce sur Facebook Marketplace. Snap-on Rolling Toolchest $2.08 au BO Pick-up à Columbus. Les outils comprenaient des prises, des clés à couple, des articles spécialisés, des photos sur demande. Sous l'annonce se trouvait une photo granuleuse prise dans une faible lumière. Ma poitrine a dîné dans le même coin où je l'avais frappé il y a des mois. L'autocollant délavé le 17 juillet est toujours coincé sur le devant. Mon souffle a pris et j'ai senti la colère se tordre en quelque chose de plus sombre. Blessé, incrédulité, trahison. Qui a publié ceci? J'ai demandé. À peine au-dessus d'un WH. C'était un compte nouvellement créé avec un nom générique, 0 amis et aucune activité au-delà de cette liste. On dirait un brûleur, a-t-il dit. Ils ont déjà envoyé un message à quelques acheteurs. Le poids de ces paroles m'a pressé. J'ai pensé à tous les outils de ce coffre,
le cliquet personnalisé que j'avais économisé, l'ensemble des prises profondes que j'avais héritées de mon père, les clés de couple que j'avais utilisées pour calibrer tous les moteurs que j'ai jamais reconstruits. Ces outils étaient la preuve de mes compétences, les marqueurs de mon dévouement. Maintenant, quelqu'un les avait transformés en un pion en espèce rapide, tout derrière mon dos. Je me tenais brusquement étraqué au coin du bureau, passant mes doigts dans mes cheveux. Mon pouls battait dans mes oreilles. Ils n'ont pas pénétré, marmonnai-je. Ils devaient avoir une clé. J'ai pivoté autour. Ils l'ont planifié. Rehocha la tête solennellement. Probablement pendant que vous étiez au travail. Il savait ce qu'il faisait. Il a fermé son ordinateur portable. Nous devons tout documenter. Imprimez la liste. Prenez des captures d'écran. Notez les numéros de série où vous pouvez. Ensuite, nous appelons la police. J'ai ressenti un froid qui n'avait rien à voir avec le temps à l'extérieur. Je veux des noms, dis-je. Ma voix enseignait avec une fureur contrôlée. Je veux savoir lequel d'entre eux pensait qu'elle pourrait simplement vendre mes outils. Ray a glissé l'annonce et a haussé un sourcil. Je vais commencer à suivre les articles de près sur Gage et à configurer des alertes pour vos outils. Mais cela, il a tapé la photo, c'est produit ici. Il a fait signe à la porte du bureau comme si les murs eux-mêmes avaient été témoins du vol. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec un dossier de capture d'écran imprimé et une liste d'inventaire de chaque outil manquant. Les glaçons suspendus aux avant-toits brillaient dans la lumière du porche alors que je me dirigeais vers la maison, mon souffle se désagrégeant devant moi. À l'intérieur, la Kia était toujours dans l'allée, mais la lumière du garage était éteinte. J'ai porté le dossier dans le salon où Talia et Aria étaient assis sur le canapé, la lueur de la télévision peignant leur visage dans des teintes pâles. Je mets le dossier sur la table basse et la pièce est restée silencieuse. Aria me regarda, gum sautant doucement dans sa bouche, tandis que Talia détourna les yeux, ses lèvres se pressaient dans une ligne. J'ai tenu leur regard un à la fois, laissant la tension se construire jusqu'à ce qu'elle remplisse l'espace entre nous. Quelqu'un a vendu mon coffre à outils. J'ai commencé. Tous les outils à l'intérieur manquants. Je répands les papiers à travers la table. L'annonce, les messages des acheteurs, la liste des stocks avec des numéros de série. La gomme d'Aria a cessé de craquer. Les yeux de Talia ont finalement rencontré le mien, méfiant et large. Aria ouvrit la bouche, mais les mots se figeaient. Elle a creusé ses ongles dans le coussin du canapé. Je ne l'ai pas fait, elle a commencé. Dis-je en la coupant. J'ai déjà tout documenté. Je dépose un rapport de police demain. Mon ton était plat, chaque mot délibéré. Je sais que vous avez tous les deux accès et je découvrirai qui a fait cela. Les épaules de Talia s'affaissèrent et elle a replié les mains sur ses genoux. Marcus, s'il vous plaît, chuchota-t-elle. C'était juste de l'argent. Juste de l'argent, j'ai répété, la voix monte. Ce sont mes outils, le travail de ma vie. Vous pensez que je les ai payés avec juste de l'argent? J'ai investi du temps, de la sueur, du respect dans chacun. Je me tenais à faire devant la table basse. Pendant que je travaillais sur de longues heures, je vous ai fait confiance. Je pensais que nous avions partagé cette vie et vous avez vendu mes outils derrière mon dos. Le regard d'Ariel a tourné entre sa sœur et moi. J'avais besoin d'argent, dit-elle, tremblant la voix. J'avais des factures. Je n'ai jamais accepté de vendre mes outils. J'ai crié. La télévision a grimpé derrière moi, mais je m'en fichais. Vous les avez volés. Talia se leva et se dirigea vers moi, ses yeux débordants. S'il vous plaît, Marcus. J'ai levé une main. Plus de plaidoyer. Je veux une restitution. Je gèle notre compte. Je vais parler à la banque. Et si je ne récupère pas chaque outil ou leur valeur, je porterai des frais. Un tremblement a traversé le cadre de Talia. Elle regarda Aria, dont la lèvre trembla, les yeux brillants. Le silence qui a suivi était épais, comme si nous avions brisé quelque chose de façon inquiète. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai laissé sortir lentement, la fatigue de la trahison et de la confrontation s'écraser sur moi. Je vais me coucher, dis-je enfin. Découvrez ce que vous allez faire. J'ai quitté le salon, les dossiers sont toujours éparpillés sur la table basse et j'ai grimpé les escaliers. Mon cœur se sentait meurtri, mais sous la blessure, il y avait une fermeté ferme. Ils ont pris mes outils, ma confiance, ma volonté de pardonner. Maintenant,
il ferait face aux conséquences et je reconstruirais. Pas des outils que j'avais perdus, mais des limites que j'avais finalement appris à dessiner. La photo est arrivée dans ma boîte de réception en fin d'après-midi, une seule image qui a brisé la façade prudente de notre maison. J'étais dans ma camionnette, attendant un feu rouge avec une clé encore chaude entre mes doigts lorsque la notification a payé. J'ai ouvert l'email à partir d'une adresse que je n'ai pas reconnue et j'ai regardé l'aperçu JPEG. Talia et Aria debout bras debout dans un vignoble Saint-Lay, des verres de rose élevés dans un toast simulé. Leurs visages étaient semblables de rire, les têtes inclinées dans une pose intime. La légende a fait défiler un script élégant dans le bas lire, de nouveaux débuts. Aimez ceux qui vous choisissent. Et juste en dessous dans une police plus petite, le statut Facebook de ma femme a déclaré célibataire. Ma poitrine s'est resserrée. Le monde s'est rétréci à cette seule image. Le 12 après-midi brille, les collines de vigne, les teintes pastel de leur robe. Chaque détail témoigne de sa complicité. J'ai ressenti la retenue que j'avais maintenue pendant des semaines à démêler. Même si je ne me permettais pas de réagir immédiatement. La lumière est devenue verte et j'ai conduit directement à la boutique. Chaque rotation des pneus ponctuait ma résolution de montage. À l'intérieur de la baie, Ray leva les yeux tandis que je faisais d'assaut, arraché, toujours dans ma poche arrière. Il haussa un sourcil à mon expression. Quoi de neuf? Je lui ai montré la photo sur mon téléphone. Il secoua la tête avec incrédulité. C'est brutal. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis dirigé vers mon bureau, je fais la course à travers les implications. Il ne s'agissait pas seulement d'outils volés et d'une utilisation non autorisée de mon chargeur. C'était la déclaration ouverte de Talia que notre mariage était terminé, livré de la manière la plus publique possible. Elle avait utilisé la photo de la cave comme annonce, une dernière épanouissement pour rompre le lien entre nous. Et Aria se tenait à côté d'elle, triomphant dans la lueur de la liberté retrouvée. Mon cœur battait. Les enjeux étaient passés de la restitution à quelque chose de plus consécutif. J'avais déjà rédigé des papiers de divorce dans mon esprit, mais maintenant leur réalité se rapprochait. J'ai ouvert mon tiroir de bureau et récupéré l'enveloppe de manille où j'avais caché le mouvement préliminaire. Pétition de divorce, inventaire d'actifs, accusation de vol et de fraude. J'ai diffusé la photo sur les documents et j'ai atteint mon téléphone pour appeler René. Sa voix est venue sur la ligne avant la deuxième bague, calme et professionnelle. Marcus, comment allons-nous? Elle a demandé. Je me suis expiré, stabilisant mon ton. Je viens de recevoir le changement de statut public de ma femme, ai-je dit. Elle a publié une photo avec Aria, a annoncé son célibataire. Je dois déposer immédiatement. René n'a pas hésité. Compris. Je vais finaliser les documents aujourd'hui et déposer une requête d'urgence pour geler les actifs conjoints. Nous incluons la photo comme preuve de son intention d'abandonner le mariage et comme une démonstration de sa collusion en cours avec Aria. Je préparerai également un affidavit pour le vol et les réclamations d'utilisation non autorisée. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Merci, dis-je, raccroche. J'ai recentré dans le dossier devant moi. J'ai glissé la photo dans une manche claire aux côtés du rapport de police, des preuves du marché et des déclarations de facturation pour les réparations du chargeur. Chaque élément était un coup de pinceau dans le portrait de leur trahison. Le reste de la journée est passé dans un flou de spécifications de couple et de contrôle de diagnostic. Mais mon esprit était ailleurs, réorganisant notre vie dans des catégories de ce que je garderais et de ce que j'abandonnerais. J'ai pensé à la maison où j'avais construit des souvenirs avec Talia, des vacances à la cheminée, un petit déjeuner paresseux du dimanche et la chambre d'amis où Aria avait déballé sa valise pour le moment. Tout serait pour la division. Lorsque l'heure de clôture est arrivée, je suis rentré chez moi sous un ciel meurtri. L'allée était vide, la clé a encore disparu, le remplacement des chargeurs nichait dans le garage. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et entré dans la maison silencieuse, le seul son mes pas sur le bois dur. J'ai posé le dossier sur la photo de la cave sur l'îlot de cuisine. Talia est entrée de la chambre habillée pour le dîner. Elle a gelé sur le site. Marcus, pourquoi est-ce ici? Demanda-t-elle doucement, les yeux passant vers les documents. J'ai rencontré son regard, sans faille. J'ai déposé. La motion, ai-je dit. Actif frozen. Pétition de divorce soumise. J'ai inclus votre annonce comme preuve. Son visage tomba. Elle a fait un pas hésitant en avant, palm up. Je ne pensais pas que vous alliez vraiment le faire.
Votre message sur Facebook dit le contraire. J'ai répondu tranquillement. Vous avez choisi de le rendre officiel sans me le dire. Vous et Aria avez fait le même choix pour trahir. Elle secoua la tête, les larmes débordant. Je pensais que tu venais. J'ai pressé mes doigts contre mes tempes, ressentant la pression de chaque mensonge et chaque pas que j'avais marché seul. L'amour ne peut pas exister sans respect. Vous avez montré ni l'un ni l'autre. Je m'arrêtai, la voix plus douce maintenant. Je suis désolé que cela se soit terminé de cette façon, mais c'est fini. Les épaules de Talia s'affaissèrent et elle ferma les yeux. Je me suis retourné et je suis parti, en laissant la photo et les papiers derrière. Dans la fluorescence froide de la cuisine, leur silhouette sur l'écran brillait comme un souvenir que je ne reconnaissais plus. Cette nuit-là, j'ai rampé dans le lit seul et j'ai regardé le plafond, le bruissement de la maison s'installant autour de moi. La photo de la cave a rejoué dans mon esprit. Deux femmes grillant la liberté de l'autre, leurs lunettes de champagne ont soulevé contre un ciel que je pensais partager. J'ai pensé aux kilomètres que j'avais parcourus dans la neige, le couple que j'avais appliqué au moteur, les papiers que j'avais signés pour récupérer ce qui était le mien. Et bien que mon chagrin pour ce que j'avais perdu, j'ai ressenti une clarté féroce. Ce chapitre de ma vie était terminé et s'était terminé selon mes conditions. L'aube suivante apporterait de nouveaux débuts, des routes que je choisirais pour moi-même, des limites que je ne permettrais plus jamais d'être croisées. Et dans cette promesse, j'ai trouvé une mesure de paix. J'étais debout tôt le lendemain matin, dirigeant une clé le long de l'étrier de frein d'un SUV de modèle tardif lorsque le coup est venu. C'était ferme, insistant, différent de la livre habituelle d'une livraison. J'ai échangé un regard avec Ri, qui s'était arrêté à mi-chemin pour regarder la porte du garage. Ses yeux étaient nets sous les sourcils levés comme s'il pouvait déjà dire que des ennuis étaient arrivés. J'ai resserré le boulon, mis mes outils de côté et me suis dirigé vers la porte d'entrée, essuyant la graisse de mes paumes sur mes couvertures. À l'extérieur, le soleil scintillait sur le croiseur du shérif noir et blanc garé dans la rue. Le type de véhicule qui a marqué le début d'un changement irrévocable. Deux députés se tenaient de chaque côté d'une troisième figure, Aria. Ses mains étaient menottées devant elle, et elle portait le teint pâle de quelqu'un qui avait mal dormi. Je gonfle, le halo enchevêtrait les cheveux. Quand elle m'a vu, sa lèvre trembla, et elle sourit à moitié, comme s'il saluait une vieille amie plutôt que l'homme qu'elle a trahi. J'ai gardé mon expression même, saisissant le cadre de la porte jusqu'à ce que mes jointures s'élargissent. Le député plus grand s'éclaircit la gorge et produisa un petit cahier. « Monsieur Elridge ?» demanda-t-il, voix basse mais transportant à travers l'air d'hiver. « Nous avons un mandat pour l'arrestation de votre belle-sœur, Aria Bennett, pour vol de crime, utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur et fraude. » Ma poitrine s'est resserrée. J'avais prévu ce moment, mais rien n'aurait pu me préparer au poids de l'avoir menotté, le véritable instrument de justice remplaçant ma propre résolution silencieuse. Mon esprit est retourné à la première fois qu'elle avait chassé dans mon chargeur, de la gomme en train de faire signer à chaque pas de froid que j'avais fait par la suite. Maintenant, ces étapes, ces silences avaient culminé ici. Les yeux de la région ont trouvé le mien, plaidant. Je me suis souvenu des nuits où j'ai vérifié mon téléphone, espérant un mot de remords. Au lieu de cela, j'avais reçu des textes agressifs passifs, des excuses de gaz éclairé, une mascarade de famille qui appréciait son réconfort sur ma dignité. Maintenant, elle se tenait devant moi, terrifiée mais insistant avec défi sur son propre récit. Le député a poursuivi, « Mademoiselle Bennett, vous avez le droit de garder le silence. » Il a lu ses droits Miranda, les mots faisant écho comme une cloche à péage. Les épaules d'Aria s'affaissèrent et elle regarda le sol alors qu'il la conduisait vers le croiseur. Je ne ressentais qu'un calme régulier, ni triomphe ni justification, seulement la satisfaction de l'équité remplie. Je suis monté sur le porche et j'ai fermé la porte derrière moi. Les députés ont échangé des hochements de tête, puis sont partis avec Aria sur le siège arrière, les lumières clignotant une fois avant de disparaître dans la rue. Je me tenais là jusqu'à ce que le son du moteur disparaisse, comme si en persistant, je pouvais attacher ce moment à la mémoire. Ensuite, j'ai verrouillé la porte et retourné vers l'allée, chaque étape délibérée, comme si je rétablissais chaque indignité qu'elle avait infligée. À l'intérieur, Talia est apparue en haut des escaliers, le visage pâle et dessiné. Elle avait émergé dans une robe, des cheveux coulant de ses épaules, des yeux incrédules fixés sur moi. « Quoi ?» Elle a commencé, mais les mots pris dans sa gorge. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tenu une gaine de papier. Le mandat d'arrêt à tamponner est signé par un juge,
et le rapport de police détaillant l'admission par Aria de prendre mon chargeur sans consentement, sa vente non autorisée de mes outils et sa fraude répétée contre nos finances partagées. Les yeux de Talia se sont éloignés des documents à mon visage jusqu'à l'allée vide où le croiseur s'était tenu. Marcus, ma voix s'est brisée. La culpabilité, la honte, le regret ont traversé ses traits. Mais j'avais appris que les remords offerts sans changement n'avaient pas de sens, un son creux. J'ai plié mes bras et je me suis penché contre le cadre de la porte. La position rigide que j'avais adoptée ces dernières semaines fait maintenant partie de ma posture. Elle a été arrêtée, dis-je tranquillement. Pour les crimes qu'elle a commis dans cette maison. Talia a coulé à l'étape inférieure, les mains agrippant la balustrade. Je ne savais pas comment l'arrêter, chuchota TL. J'ai essayé de la protéger. La protéger signifiait me protéger aussi, j'ai répondu, voix douce mais ferme. Au lieu de cela, vous avez tous les deux comploté pour me voler. J'ai traversé le mandat. Les accusations comprennent un vol criminel, une utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur et une fraude. J'ai fourni les preuves. Talia leva les yeux, des larmes glissant sur ses joues. S'il vous plaît, Marcus. J'ai secoué la tête. La loi décidera de son sort maintenant et du mien. Je m'arrêtai, le silence lourd. Je ne la déteste pas, mais je ne peux pas tolérer d'être piétinée. Elle se leva et m'approcha lentement, comme s'il traversait un gouffre qu'elle avait elle-même construit. Que se passe-t-il maintenant? J'ai considéré la question. Au-delà de l'arrestation, les dates de la cour laïque, les audiences de restitution, la machinerie inflexible de la justice, mais j'ai aussi pensé à la solitude qui m'attendait. Aria est allée en prison, Talia a éloigné par sa propre complicité, et la maison qui nous entoure a changé à jamais. Mon cœur s'est serré, mais j'avais appris à trouver une clarté dans l'inconfort. Je continuerai de porter des accusations, dis-je. Les outils, la voiture, l'argent, ils doivent tous être retournés ou remboursés. Et toi, j'ai regardé directement Talia. Besoin de décider si vous restez ou partez. J'ai déjà demandé le divorce. Elle tressaillit comme si elle avait frappé, mais elle hocha la tête, comprenant que c'était la dernière ligne tracée dans notre vie ensemble. Je recuais, ouvrant la porte plus large. Vous pouvez emballer ce dont vous avez besoin, dis-je. J'aurai les déménageurs ici dans 2 jours. Les épaules de Talia tremblaient et elle ferma les yeux. Je suis désolé, chuchota TL. Puis elle se tourna et entra dans la maison, des pas faisant écho dans le couloir. Je l'ai regardé partir, puis je ferme fermement la porte derrière moi. La maison se sentait plus froide maintenant, dépouillée de prétention. Je me suis dirigé vers mon garage et j'ai placé le mandat d'arrêt sur le workbench à côté de mon cliquet préféré, l'outil que j'ai utilisé pour réaligner ce qui était cassé. Le banc était impeccable. Les outils soigneusement arrangés, mon sanctuaire intact. J'ai touché la poignée du cliquet et j'ai ressenti son poids familier. La justice était venue à ma porte, mais elle avait été conçue par ma propre résolution. Et comme je me tenais là, entouré des outils de mon métier, j'ai compris que les frontières, une fois appliquées, pouvaient restaurer même les maisons les plus fracturées. Des mois se sont écoulés dans un flou de chèques de restitution, de dates judiciaires et du bourdonnement régulier du travail dans la boutique. Les outils volés m'ont retombé un par un, se sont remis dans des prêteurs sur gage ou remis par des acheteurs qui n'avaient jamais connu leur véritable origine. Le plaidoyer pour délit d'Aria lui a coûté une fraction de ce qu'elle avait pris, mais assez pour envoyer un message clair. Je ne tolérerai pas le vol, même de ma propre famille. Talia a combattu le divorce pour tout ce qu'elle valait, citant la dépendance et la bonne volonté. Mais le juge a vu les preuves, sa complicité et sa fraude, la tromperie partagée, et m'ont accordé la pause propre dont j'avais besoin. Notre compte conjoint était gelé. Puis démantelé. Mon fonds de retraite est resté intact. La maison, une fois une maison, a été vendue, son produit finançant un acompte modeste sur une propriété plus petite lorsque j'ai choisi un prêt avec seulement les souvenirs que je voulais garder. J'ai emménagé par une matinée froide au début du printemps. L'air est toujours bordé de gel, de boîtes de cartorisation d'outils et de t-shirts, de livres et de photos. Mon nouveau garage était spacieux, le sol en ciment à balayer propre, chaque prise et créneau à cliquer attendant son endroit légitime. Un soir, alors que je resserrais le couvercle sur mon coffre en instantané, mon téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert pour trouver le nom de Talia à l'écran. J'ai manqué la façon dont vous m'aimiez. Je pense à ce que nous avions. J'ai regardé les mots,
la douceur de bubblegum de son plaidoyer se heurtant à la mémoire de chaque mensonge et à chaque mile solitaire que j'avais marché. Mon pouce planait sur le champ de réponse. Amour, je pensais. Le véritable amour exige le respect. J'ai supprimé le message. Aucune réponse. Au lieu de cela, j'ai glissé le téléphone dans ma poche, j'ai ramassé mes clés et je suis sorti dans l'air du soir. Ma porte de garage s'est ouverte pour révéler le Dodge chargé de minuit que j'avais acheté avec le paiement de l'assurance. Ses courbes polies ont attrapé la dernière lumière du crépuscule. Les moteurs ronronnent une promesse familière de liberté. Je me suis installé derrière le volant, j'ai pressé le démarreur et j'ai senti la montée en puissance familière sous moi. La route s'étendait devant moi, vide et à temps. Dans le rétroviseur, les lumières de ma nouvelle maison brillaient doucement, mais j'ai gardé les yeux sur l'autoroute avant. Je me suis déplacé dans Drive et je me suis relâché sur le trottoir, le moteur du chargeur fredonnant comme un rythme cardiaque en synchronisation avec le mien. Chaque mile que j'ai parcouru était un témoignage des frontières respectées, à la dignité récupérée. J'ai pensé aux années que j'avais passées à construire une vie autour de l'honnêteté et du travail acharné. Ma réputation en tant que mécanicien sans goulagation, mon cœur marqué par la trahison, mais ininterrompu. Alors que la route s'est déployée devant moi sous la lueur des réverbères, j'ai senti une profonde résolution se déposer dans ma poitrine. Le voyage avait été long et douloureux, mais je l'avais renvoyé sur la bonne voie. Et maintenant, je me dirigeais vers l'avant, libre de choisir chaque tour, chaque accélérateur de possibilités.